c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour une comparaison d'un roman dont on vous parle tout le temps. Il s'agit de Citadin de demain, Capitale du Nord, le tome 1. La comparaison de Capitale du Sud, elle sera mise un peu partout, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Écrit par Claire Duvivier, on vous en avait déjà parlé avec Un long voyage, une découverte... coup de cœur. Ouais, il faut absolument lire tout ça. Voilà. Que dire sur ce roman? Si vous ne nous avez pas déjà entendu parler de ces deux trilogies, en fait, c'est La Tour de Garde, écrit par Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjan. Chacun écrit une trilogie, Capitale du Nord pour Claire Duvivier et Capitale du Sud pour Guillaume Chamanadjan. Ce sont deux trilogies qui se passent dans des villes séparées, donc Gémina pour la capitale du Sud et De Haven pour la capitale du Nord. Moi je conseille de commencer par la capitale du Sud parce qu'on parle un petit peu de De Haven, de façon à ce qu'en fait quand on arrive dans De Haven on capte tout de suite les petites références à la capitale du Sud. Puis attention, il y a quelques personnages qui... Ouais. C'est pas expliqué la référence, mais si tu as vraiment lu les deux, tu comprends quoi. Ouais. Donc c'est très bien fait d'ailleurs. Hein. Et l'idée c'est que ces deux trilogies vont s'entremêler. On a échangé avec les auteurs parce qu'on est allé les voir aux originales et c'était trop cool. Ils sont vraiment super abordables, puis on a pu un peu parler de leur process de création, comment ils font quand ils sont à deux, enfin voilà, c'était vraiment super intéressant. Et ce qu'ils nous expliquaient, c'était justement à partir du tome 2, il commence à y avoir des dialogues qui vont être vus d'un côté comme de l'autre et du coup faut faire attention, et à partir du tome 3 là ce sera carrément beaucoup plus imbriqué. Donc déjà on a très hâte de lire la suite, mais on est pas là pour parler de la suite, on est là pour parler de Citadin de demain. Alors déjà en opposition avec le centre de la cité, la capitale du Sud, c'est ce qui est mis en avant d'ailleurs, c'est que capitale du Sud, c'est la capitale du Sud, donc Gémina, c'est le monde de la poésie, de la musique, du chant, de l'art. Alors que De Haven, c'est la cité du pragmatisme, de la raison, c'est froid, c'est carré, c'est mathématique. Carré dans une certaine limite quoi. Les rues sont carrées par exemple, voilà. Sauf dans la partie vraiment très prof. Voilà. Où là c'est un peu donc déjà rien que ça met tout de suite une ambiance différente. Et puis ça met dans le bain parce qu'on arrive à De Haven et c'est exactement ce qu'on a tout de suite. Quelque chose de très carré, de très pragmatique, de très sec, d'un peu froid du coup. Pas froid en termes de climat. Ouais, alors qu'on... Enfin c'est pas le nord-nord en fait, c'est juste vraiment le... C'est le nord par rapport à la capitale du Sud où vraiment c'est pas la même atmosphère, mais on s'attend pas, c'est pas une ville nordique. C'est pas polaire quoi. Ouais, c'est pas la Norvège, le cercle, c'est pas la Laponie quoi. Donc voilà. Je dirais que la froideur elle transparaît plus dans la partie... les personnages, le caractère des personnages, leur façon de réfléchir. En fait dans la politique au final, la politique est beaucoup plus froide. Et du coup la politique est beaucoup plus claire. Enfin, je veux dire c'est pas comme dans la cité où c'est plein de familles et on se mélange un peu, c'est un peu le bazar, même si ça reste assez clair. Là c'est plus normé, c'est plus facilement compréhensible je pense, même si ça reste très complexe. Dans ce tome-ci on va suivre 3 jeunes gens qui ont été éduqués ensemble, donc il s'agit de Amalia, Irion et Jonas. 3 amis. Amalia et Irion sont issus tous les deux de deux familles, très grandes familles dirigeantes de De Haven, et Jonas lui est issu de la, on va dire de la basse bourgeoisie montante, on va dire, la classe ouvrière qui se transforme en classe un peu plus bourgeoise, et donc il s'est vu offrir cette chance d'étudier avec Amalia et Irion grâce aux relations de son père. Et donc du coup ils ont suivi une éducation très carrée, très riche. Même pour cette ville, leur éducation est particulière, elle sort du lot. Voilà, il y avait un but, pas un but hyper précis, mais quand même un but global de leur formation. Qui était d'en faire, et c'est écrit dans le titre, les citadins de demain. De leur donner toutes les clés pour ne pas reproduire les erreurs du passé, pour diriger avec la tête sur les épaules, toutes les connaissances de tous les milieux possibles et imaginables, que ce soit de la briqueterie à faire des voiles ou même de l'agriculture, j'en suis sûre. Donc tout y est passé. Toutes les connaissances, mais en oblitérant un peu la partie artistique justement. Complètement. Même ils n'ont pas été bercés par des contes quand ils étaient enfants, des lectures pour enfants, toujours des lectures très qui apportent quelque chose, pas des lectures de l'imaginaire. Alors et c'est un peu mis en perspective d'ailleurs, parce que là tu dis des lectures qui apportent quelque chose,
est-ce que les lectures de l'imaginaire n'apportent pas quelque chose justement? Est-ce que ces contes, est-ce que ces légendes, est-ce que ces histoires, est-ce que ces morales n'apportent pas quelque chose? C'est des questions qui vont être amenées à se poser, notamment grâce à leur ami Jonas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, un petit truc que du coup c'est pas que j'ai pas saisi, c'est pas vrai, j'ai saisi, mais je ne comprends pas trop pourquoi il n'y a que 3 citadins de demain. Je m'attendais à ce qu'il y ait 3 citadins de demain, qui est les premiers en fait, voilà, ceux qui vont initier le mouvement, et qu'ensuite il y ait des écoles qui se créent pour rapatrier un peu plus de monde, parce que qu'est-ce que c'est que 3 personnes parmi une ville aussi énorme que De Haven? Enfin, je sais pas si elle est énorme, mais elle est pas toute petite en tout cas. Je m'attendais à ce que ce soit quelque chose qui... Voilà, qu'on crée les premiers et qu'ensuite très rapidement on enchaîne quoi. Et là c'est pas le cas, donc j'ai un peu l'impression que c'est beaucoup de travail pour au final quelque chose qui va s'essouffler et qui va mener à rien. Alors je sais pas. Et donc du coup je me demande quel était réellement le but des personnes qui ont voulu créer les cités de demain. Pourquoi ils leur ont pas donné un objectif un peu plus précis, un peu moins abstrait? Moi je pense que l'idée de mettre en place des écoles c'est quelque chose qui serait arrivé dans le futur, mais là c'était vraiment un test échantillonné en fait. Voilà, on prend 3 personnes, on sait qu'il y a toutes les chances que ça réussisse. Testons, voyons, et si ça marche, peut-être voilà, comme dans les tests scientifiques en fait, hein, on prend 2-3 sujets, on essaye, et si ça fonctionne, on automatise, on multiplie. Voilà. Mais du coup, pour moi, la question c'est pourquoi ils l'ont pas fait un peu plus tôt? Parce que là, ils sont déjà parce qu'il y a pas de preuve de réussite. Bah, c'était pas un échec non plus. Non, mais ils ont pas atteint le but, alors qu'on connaît pas d'ailleurs le but fixé par les parents. Okay. On ne sait pas. Enfin, je pense. Hein. Okay. Si tu veux, justement, la formation, elle est encore en cours. Alors, elle était censée s'arrêter, je sais pas, d'ici peut-être 2-3 ans, parce que là, on parle d'adolescents. On a quelques bribes de leur enfance, on a des explications sur comment se passaient les cours, qu'est-ce qu'ils ont appris, tout ça. Leur relation aussi, parce que c'est quand même une des bases super importantes. Mais là, ils doivent avoir 17 ans, je sais plus. C'est ça. Ah ouais. 17, peut-être un peu moins, peut-être 15. On sait pas trop, c'est pas vraiment précisé. Et quand même, elle est traitée comme une personne adulte à la fin, Amalia. Presque. Elle se bat pour ça. Elle se bat un peu, mais il me semble ils arrivent à la frontière avec l'âge adulte, quoi. Oui, c'est sûr. Donc je sais pas. Après, ils font, de par leur éducation, ils font très matures. Oui. Donc difficile à dire s'ils sont plutôt 18-20 ou plutôt 15-16, tu vois. Elle a quand même des responsabilités, Amalia. Les autres non, mais Amalia, elle a des responsabilités d'adulte par moment. Tout ça pour dire que les personnages sont quand même beaucoup plus froids, beaucoup plus pragmatiques. On suit tout, il me semble, tout à la première personne du point de vue d'Amalia, ce qui est très intéressant parce que ça nous permet de visiter la ville à travers les yeux de quelqu'un qui la connaît déjà, donc il va pas nous réexpliquer toutes les bases, mais qui a quand même ce sens critique et ce recul pour tout analyser et tout expliquer en fait. Donc alors d'une part elle a ce sens critique et cette analyse, mais en même temps elle remet pas vraiment en cause la politique, elle remet pas en cause ce qu'on lui a appris, elle est plus ou moins ok avec tout ça. Voilà, elle est un peu passive mais pas tout le temps non plus. On ajoute à ça sa froideur, elle est un peu moins agréable que Nox du sang de la cité. On l'aime pas tout de suite du premier coup quoi. J'ai fini par m'attacher à elle, je pense que des 3 d'ailleurs c'est elle que je préfère. Peut-être quand même. J'aime bien les autres mais ils sont pas assez développés par rapport à elle pour que je les apprécie vraiment. Mais je pense que s'ils avaient été plus développés ou si ça avait été le jeu, ça avait été le leur, je les aurais préférés. Ouais. En tout cas, Jonas peut-être aussi, parce que Jonas il est quand même très intéressant vu qu'il vient d'un autre milieu. Je pense qu'on en saura plus sur on en saura plus tard. Mais du coup voilà, cette espèce de froideur vis-à-vis des personnages fait qu'on a peut-être du mal à s'y attacher tout de suite. Maintenant, je les ai quand même trouvés super intéressants, l'univers reste très sympa. Maintenant, ce qu'on avait apprécié dans la cité, dans la capitale du Sud, c'est la présence de la cité. Ouais. Que là on a un peu moins parce que c'est plus froid, et on se balade un peu moins parmi les autres castes, je sais pas si je peux appeler ça des castes, mais voilà, on voit un peu moins les autres populations, moins ce qu'ils vivent. Ce sont des personnages très isolés, hein. Ils ont été éduqués ensemble, quasiment à huis clos. Ils vivent dans les meilleurs quartiers, ils vont quasiment pas dans les autres quartiers. Alors ils le disent, ils se promènent, ils font le mur, ils vont voir, mais ils sont pas intégrés au final, à part Jonas qui en vient et qui fait découvrir ça à Irion et à Amalia, mais ils sont quand même très isolés pour des jeunes de leur âge, et d'ailleurs ils le disent, ils l'analysent, cette solitude. Alors que Nox, dans la capitale du Sud, est vraiment il discute avec tout le monde, il va partout, il est bien accueilli partout, il est salué, voilà, donc il y a déjà cette distinction. Maintenant effectivement la cité, elle est moins chaleureuse, moins chantante, moins bruyante,
Et surtout, il y a là aussi un autre mystère autour de cette cité, comme il y en avait un autour de la cité du Sud. On vous en avait pas parlé d'ailleurs, donc je pense qu'on va pas. On peut pas trop parce que là non plus, mais c'est la petite part de fantaisie. Là aussi, il y a un aspect miroir entre Capitale du Nord et Capitale du Sud, avec voilà cette pseudo-présence de la cité qui est encore une fois assez effrayante, je trouve. Enfin, ça rajoute. Oui. On vous a parlé brièvement de la politique en vous disant que voilà, elle était mieux organisée, plus carrée. Donc en fait, il y a, si j'ai bien compris, une espèce de bas conseil, une espèce de haut conseil qui est là tenu par des grandes familles. Peut-être sont-ils élus, je ne sais plus. Et puis certains ont des attributions au niveau de la compagnie, c'est un peu la compagnie des Indes, mais je sais plus comment ça s'appelle. Compagnie du Levant. Compagnie du Levant, voilà, c'est bon. Et donc la compagnie du Levant qui appartient, je crois, au père d'Amalia. Enfin, en tout cas, il a des parts là-dedans, ça c'est sûr. Et il y a toute une partie de la politique qui est assez intéressante et qui m'a beaucoup fait penser à un long voyage, puisqu'en fait, De Haven a des colonies. Et donc des relations assez compliquées et assez tendues avec ces colonies. Parfois, je me demande même si, peut-être, que un long voyage se trouve dans le même univers. Alors, voilà. Pas forcément au même endroit, pas forcément dans le même espace-temps, mais voilà, il y a ce petit côté, c'est la même autrice et ça se sent au niveau de la construction politique que je trouve très fine, juste assez détaillée pour qu'on sache que ça existe et faire de cet univers un univers complet et pas juste quelque chose d'extrait, quoi, et en même temps assez vague pour que ça puisse être un peu tout, voilà. Je pense que là aussi elle en garde sous le pied pour le second tome parce que ça commençait vraiment... Alors déjà dans De Haven il commence à y avoir des grosses perturbations, on est au bord de la guerre civile, voilà, ce qui nous rappelle la capitale du Sud pour le coup, il y a des feux sur la carte. De toute façon sur la carte, si on regarde bien, bon là vous verrez pas, mais il y a des petits feux dans les faubourgs, des flammes, par endroit. Oh j'avais même pas remarqué. Je crois que c'est dit à un moment donné dans un chapitre, enfin c'est pas dit, c'est écrit sur la map vu qu'on est dans un roman, mais voilà. D'accord, ok, j'avais même pas remarqué. Et donc du coup il y a cette relation compliquée avec des ambassadeurs aux colonies qui nécessitent l'envoi en tant qu'ambassadrice de la fille, enfin de la mère d'Amalia qui est la fille de la représentante du Grand Conseil, Quintilia je crois qu'elle s'appelle. Voilà, c'est cette partie-là politique que j'avais beaucoup aimée dans Un long voyage et qui revient ici et qui est encore une fois très appréciée. Et donc encore une fois, il n'y a pas de fil rouge, hein, puisque là on vous parle de cette problématique des colonies, mais il y a d'autres problématiques et voilà, c'est tout un ensemble de choses qui créent l'histoire. Notamment, je pense que, enfin, il n'y a pas de fil rouge, je pense que le fil rouge, s'il doit y en avoir un, c'est Irion qui... parce qu'il en a été privé toute son enfance et que c'est un enfant curieux, s'intéresse aux légendes, à la magie, alors qu'on lui a toujours dit mais non, ça n'existe pas, rationnel, qui s'y intéresse et qui essaie de faire des tests. Et en fait, il fait différents tests et ça va mener petit à petit les différents jalons de l'histoire. Je pense que c'est un peu ce qui est la ligne directrice. Oui, clairement. Et du coup, ça ouvre une réflexion en mode est-ce qu'il faut être rationnel à 100%, enlever toutes les croyances, protéger les enfants de toutes les croyances aussi du coup, puisqu'ils ont ils connaissent aucune légende, ils connaissent aucun conte, ni rien du tout. Voilà, il y a cette petite réflexion qui est ouverte, en plus de la réflexion dont on avait parlé au début. Au niveau de l'écriture, bah écoutez, c'est toujours pareil, c'est toujours quelque chose d'extrêmement qualitatif. Beaucoup de vocabulaire, quelque chose d'adulte, c'est vraiment très agréable. Et encore une fois, c'est pas compliqué de rentrer dedans. Même si ça se lit peut-être un peu moins vite que Un long voyage, ou que Le son de la cité peut-être, par le côté un peu plus froid, on est dedans, mais un peu moins dedans quand même. Ouais. Au début, en tout cas. Au début, ouais. Mais voilà, ça se lit vraiment très bien quand même. La qualité de la plume qu'on avait découvert sur Un long voyage, qui est un premier roman, ne l'oublions pas, se vérifie ici. Bah oui. Voilà. Donc, incroyable. Voilà, et par contre, il y a des ellipses qui sont placées de manière très discrète. Enfin, c'est assez un peu confusant, mais on s'y retrouve quand même très bien. Et oui, voilà, enfin, c'est vraiment, la construction est assez intéressante, enfin, c'est assez étrange. Je crois qu'on va les suivre sur à peu près un an, ça doit être à peu près ça, je crois. En ayant quelques flashbacks. Avec les flashbacks. Et avec des périodes sur lesquelles on se concentre vraiment et des périodes qui sont pas nécessaires et on les saute. Et mais ça se passe comme très bien. 2-3 lignes. Ouais.
Alors qu'on a lu des romans où il y avait plein d'ellipses et c'était vraiment une catastrophe. N'en parlons pas. C'était très très mal géré et là c'est très bien. Mais voilà, je pense que cette gestion-là prouve encore une fois le talent de Claire Duvivier. Et d'ailleurs, on l'avait dit aussi, on en avait parlé des ellipses dans Un long voyage parce que c'est pareil en fait, elles étaient amenées de cette même façon. Parce que Un long voyage c'est encore plus parlant parce que là on raconte une vie sur à peu près 70 ans. Hein, donc, là, bon, 1 ou 2 ans. Mais c'est amené de la même façon avec la fluidité et juste les explications nécessaires pour qu'on comprenne qu'il s'est passé du temps et qu'il s'est passé 2-3 petites choses annexes, mais sans y passer 3 plombes, sans perdre du temps non plus. Et ensuite, la fin. Finissons par la fin. La fin qui est pas traumatisante, mais ah si, c'est vraiment moi je suis traumatisée. C'est très dur d'attendre la suite. C'est très dur de finir là-dessus et surtout, voilà, on était sur quelque chose, c'était pas plat, mais voilà, c'était un peu comme ça montait un petit peu doucement. Ouais. Et la fin, bim En fait, je pense ce qui m'a le plus surprise avec cette fin, c'est que, alors il y a plein de choses qui montent en parallèle, on sent donc la crise des colonies, la partie dans les faubourgs, l'instabilité politique, là-dessus, moi je m'attendais à quelque chose. La guerre civile, par exemple, parce qu'on en parle. Là où je m'y attendais pas du tout, c'est à ce que ça pète à l'endroit où ça a pété. Là, Et avec cette force, et que ça touche tellement de personnes, et... Ouais. Je m'y attendais pas du tout, en fait. Et surtout, en si peu de pages. Oui. 10 pages 10 pages. Alors, on va dire, les 30-40 dernières pages, on sent qu'il y a un truc pas clair, et que ça va mal tourner, très clairement. Mais... les 10 dernières, je m'en suis pas remise. Je vous avoue, je suis restée avec le bouquin comme ça, je suis en mode... J'ai été obligée de relire d'ailleurs cette dernière page plusieurs fois pour avoir bien compris l'enchaînement des actions, pour avoir dit qu'est-ce qui s'est passé, c'est extrêmement confusant là aussi, très perturbant, très fort, très dur, très presque violent, très... Et du coup, je sais pas ce que ça se présage pour les tomes suivants en fait. Alors parce que là, je peux pas vous dire pourquoi, enfin je peux pas vous dire plus, mais... Ouais. Comment ça va se passer? On sait pas à quoi s'attendre. Très clairement, on est sur les fesses. On est soufflé, c'est une explosion, on est soufflé au vol. Encore une fois, je pense que ce qui marche très très bien, c'est l'effet de surprise. Oui, bah ouais. Complètement inattendu, original. Inattendu, mais en même temps, on nous prévenait dès le début. Ah mais oui. On n'avait pas saisi l'ampleur du truc, l'importance des warnings. Ça c'est vrai que c'est très bien joué. Tu me l'as rappelé. Au fur et à mesure, comme on est avec le jeu d'Amalia et qu'elle raconte, alors ça c'est aussi très très perturbant, on en a pas parlé mais elle raconte au passé simple. C'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai eu un peu de mal, c'est que ce sont des aristocrates qui parlent avec un langage extrêmement soutenu, sauf quelques exceptions près quand ils parlent dans les quartiers un peu plus... des castes un peu plus basses. Pour quelques dialogues, mais voilà. Concrètement la narration elle reste toujours comme ça. Et d'un langage extrêmement soutenu avec du coup du passé simple. Du coup plus soutenu que ce dont on avait l'habitude avec Guillaume Chamanadjan et avec Un long voyage aussi. Oui, ça colle au personnage en même temps. Mais voilà, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais comme c'est raconté à la première personne et au passé, on se doute, si vous voulez, qu'il va se passer quelque chose. Enfin, on nous prévient, c'est sûr. Mais moi je l'avais quand même... Enfin, c'est un mode de narration, le passé, hein. Énormément de livres sont écrits et narrés au passé, donc du coup on a tendance à se dire bon, on va voir ce qui se passe à la fin, et là, malgré les petits warnings, il va se passer un truc, et en fait, les choses ont changé, oui d'accord, ça commence à bouger, oui d'accord, et alors là, à la fin, ok. On attend la suite. Oui. On attend la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce tome-ci, à la fin, il y a, je sais même pas combien, 2, 3, allez, peut-être 4-5 pages du prochain tome, donc du tome 2 de Capitale du Sud. On ne l'a pas lu. Je ne le lirai pas. Je le lirai, mais peut-être 2-3 jours avant sa sortie. Oui. Parce que là, on est dans quelque chose de tellement différent et tellement choquant que j'ai pas envie de retomber dans quelque chose d'un peu... Enfin, surtout vu la fin du tome 1, on va forcément retourner dans quelque chose de très fort, très dur tout de suite, ou alors beaucoup plus chaleureux. Et j'ai pas envie de devoir attendre encore plus. Enfin, là j'ai réussi à tourner la page de la Capitale du Sud, je vais la garder tournée jusqu'à ce que le prochain tome arrive, parce que sinon je vais pas m'en remettre et je vais taper du pied pendant 3 mois. Donc on va attendre, je crois que la sortie c'est prévu pour mars 2022. Ah oui? Non, je sais plus. Oui, avril ou mars, je sais plus. J'espère mars. Hop. Avril. Avril. La tristitude. Et puis ce sera pas la suite de celui-là, ce sera la suite de l'autre surtout.
Oui, mais je pense que de la même manière, parce que là tu vois j'avais réussi à passer le pas. Et le fait d'en avoir reparlé là, d'avoir reparlé de cette fin là, je sens, j'ai mon palpitant qui s'énerve. Donc ça me... Donc tant mieux. Heureusement que c'est peut-être pas tout de suite la suite. Si vous l'avez pas compris, il faut les acheter, il faut les lire ou les emprunter, enfin faites ce que vous voulez, mais lisez-les. J'espère qu'on n'aura pas trop parlé de Capitale du Nord en citant Capitale du Sud et en le comparant à Capitale du Sud. Peut-être un peu, en même temps c'est lié. Mais voilà, j'espère qu'on aura parlé de lui-même aussi. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Mais vraiment, il faut ouais. lire. On vous attend dans les commentaires, on espère, mais bon, on en est à peu près certaine qu'il sera dans les 25 sélectionnés du pli. Oui. Au moins un des deux, mais je pense les deux, 25, il y a la place pour mettre les deux quand même. Après c'est dans les 5 où je sais pas s'il y aura les deux ou pas. J'aimerais bien, hein, mais après ce serait dur pour choisir entre les deux. Même si un petit soupçon de préférence pour la cité. Enfin... Pour l'instant. À voir comment ça va voilà, pour la suite peut changer, peut tout changer. Allez, là-dessus, on vous laisse. On espère que cette vidéo vous a plu, on vous attend dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.